Bonjour à tous et à toutes. Bonjour mes chers collègues, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres des associations et des conseils de quartier. Nous vous tournons le dos, mais j'en suis désolé. C'est simplement pour que tout le monde puisse suivre cette réunion qui va se dérouler en présentiel et en distanciel. Et je félicite et remercie tous ceux et celles qui ont l'effort de venir en présentiel, les élus, les agents de la mairie du 6e et les conseils de quartier qui sont particulièrement, les conseils de quartier qui sont particulièrement représentés ici. Je les remercie, ainsi qu'un certain nombre de responsables d'associations. Mais en disant cela, je ne veux pas du tout être désagréable, bien au contraire. Avec tous ceux et celles qui sont en distanciel, on est en formule hybride. Il paraît que c'est la mode d'être en hybride, donc vous voyez, le 6e est à l'avant-garde, comme d'habitude. Nous sommes en hybride, mais nous sommes en hybride pour une réunion essentielle, puisqu'elle porte sur le plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, c'est un document très important, qui est un des actes essentiels d'une collectivité territoriale, et en l'occurrence d'une commune, puisque c'est le document qui régit les constructions, la présence des équipements publics, et qui, au fil du temps, s'est étendu, je dirais, à tous les actes de la vie quotidienne. Et le PLU que la ville de Paris avait adopté en 2006 était déjà un PLU excessivement fort, puisque, pour vous donner deux exemples, nous avions fléché des rues à dominante commerciale. Ça n'a pas empêché, malheureusement, le commerce d'évoluer, mais en tout cas, ça a quand même permis certains commerces, de bloquer certaines transformations. Je pense par exemple à une rue commerçante comme la rue de Bussy, où un boucher avait voulu vendre à un moment, je ne sais plus, je me rappelle plus à qui, mais enfin en tout cas, on a maintenu, si vous voulez, un commerce indépendant, et puis également à des rues qui avaient été fléchées pour continuer à accueillir des équipements universitaires. C'était le cas notamment du boulevard Saint-Michel, et vous savez que l'école des mines a refusé d'aller à Saclay et s'est maintenue au boulevard Saint-Michel. C'est un exemple parmi d'autres, effectivement, de l'importance d'un PLU. Là, la ville de Paris, la mairie de Paris a évoqué la création d'un PLU bioclimatique. Bon, c'est une formule qui désigne un PLU qui prendra en compte les effets du réchauffement climatique, des changements climatiques, et qui est censé bien évidemment également prendre en compte la crise sanitaire que nous avons connue, que nous connaissons actuellement, et qui bien évidemment a des effets eux aussi très forts sur Paris, puisque chacun sait que Paris a perdu des habitants. Vous avez un certain nombre de Parisiens et de Parisiennes qui ne vivent pas le confinement à l'intérieur des limites de la capitale. Certains ont la chance de pouvoir le faire, d'autres moins. C'est également une demande de pouvoir disposer peut-être de davantage d'espaces verts ou de les protéger davantage, etc., etc. Nous aurons l'occasion de revenir dessus. Alors, cette réunion est importante aujourd'hui puisqu'elle vise, moi je ne parlerai plus après cette introduction, c'est vous qui prendrez la parole. D'abord, les responsables de la direction de l'urbanisme qui sont présents autour de Madame Padovani, et bien sûr, les conseillers de quartier, les représentants d'associations qui sont présents dans la salle ou en distanciel, puisque l'objectif de ce PLU, qui va être construit au cours des 3 prochaines années, des 2 années 2021-2022, et acté sur le plan réglementaire en 2023, c'est en quelque sorte, définir ce que sera Paris dans les 10 prochaines années. Ce qui ne nous empêchera pas de revenir dans les conseils de quartier, grâce à Stéphanie Pugérinet, qui est à côté de M. Riwal et qui est la coordinatrice des conseils de quartier, en bénéficiant de l'appui des services de la direction de l'urbanisme, et à mon cabinet de Julia Boichard, qui est là et qui peut se lever, même si elle travaille sous mon autorité, donc vous me contactez et éventuellement elle vous répond, de réfléchir au cours des prochaines années à donc l'évolution avec tout ce que nous allons avoir à notre disposition, c'est-à-dire de la concertation, des documents, un site internet, etc. Mais j'en ai déjà trop dit et je cède la parole à Madame Padovani.
Avant de lui céder la parole, j'ai quelques choses, j'ai un certain nombre de points réglementaires à faire adopter. Le compte-rendu de notre dernier SICA qui s'est tenu le 23 novembre 2020 sur les nouvelles procédures de travaux dans l'espace public en présence de monsieur Jacques Baudrier. Alors, c'est une approbation qui concerne uniquement les élus présents dans cette réunion. Donc je vous propose, mes chers collègues, de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. Il est adopté à l'unanimité des présents. Je propose que Florence Devara assure le secrétariat de séance et j'excuse notamment deux élus, Madame Bocan et Monsieur Flaubert, qui ont donné respectivement procuration à moi-même et à Monsieur Ribes. Et je sais que nous avons en distanciel un certain nombre d'élus, notamment Monsieur Comet et peut-être Madame Hervieux. Et Monsieur Riwal confirme leur présence et je les salue. Ils nous diront effectivement s'ils votent bien le compte-rendu du SICA. Madame Padovani, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Je dirais merci de nous recevoir, même si c'est à distance, dans cette séance du conseil d'arrondissement sous la forme de SICA. Donc, effectivement, tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Madame Caroline Haas, notre directrice adjointe de l'ADU, qui s'excuse. Elle était retenue, elle ne peut pas être parmi nous ce soir. Donc, nous allons effectivement vous présenter ce qu'est le PLU. Pourquoi c'est un document important qui touche effectivement pas uniquement d'une manière réglementaire, mais aussi d'une manière beaucoup plus du type projet de ville. Et je suis accompagnée pour cela de trois de mes collègues, Corinne Charpentier et Elisabeth Valogne-Arcage, qui sont des expertes sur le sujet du PLU, mais aussi Maxime Rétier, qui m'accompagne sur le sujet de la concertation qui va bientôt démarrer pour une première phase à la mi-avril. Je vous propose peut-être de démarrer tout de suite la présentation. Je pense que je dois pouvoir partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous le voyez? C'est parfait. Parfait. Donc, le tout, c'est que je puisse quand même faire défiler des diapositives. Voilà. Donc, nous avons prévu une présentation de manière très simple. Qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme et pourquoi doit-il être révisé maintenant et se tendre vers un PLU bioclimatique? Et je vais laisser la parole à ma collègue Corinne Charpentier. Bonjour, je m'appelle donc Corinne Charpentier, je suis architecte voyer en chef à la direction de l'urbanisme depuis la révision du plan d'occupation des sols et l'élaboration du PLU de Paris. Donc je pense que c'est peut-être cette expérience qu'on peut mettre à profit au cours de cette présentation. Donc effectivement, un plan extrêmement simple. Qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme en premier point, suivi des motifs de la révision qui a été décidée en décembre dernier. Comme vous le disiez, Monsieur le maire, le plan local d'urbanisme est à la fois un document qui comporte principalement deux aspects. Je dirais un aspect projet de ville et un document réglementaire. Le projet de ville s'incarne, se concrétise dans un document particulier qu'on appelle le projet d'aménagement et de développement durable. Et ce projet d'aménagement et de développement durable fixe, dans le respect des objectifs du développement durable, les orientations générales de la commune pour les années à venir. Je cite le respect des objectifs du développement durable parce que ça, c'est un objectif qui nous est imposé par le Code de l'urbanisme.
Donc ces orientations principales qui vont être fixées portent sur les politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et des continuités écologiques, mais aussi les grandes orientations qui concernent l'habitat, les déplacements, les réseaux, transport, énergie, communication, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs. Donc l'ensemble de ces thèmes, sur chacun de ces thèmes, effectivement, le processus qui a été engagé par la révision, par la délibération, excusez-moi, de décembre dernier, va conduire à définir un projet de ville. Ce projet de ville sera ensuite décliné à travers un document réglementaire, lequel document réglementaire régit l'occupation et l'utilisation des sols, détermine des règles de construction applicables à toute la ville dans tous ses aspects et identifie en particulier des éléments de paysage, les espaces verts et les bâtiments qui sont protégés. Donc on a bien un projet de ville qui oriente d'une façon générale un règlement qui sera approuvé ensuite. J'insiste sur ces deux temps parce que la concertation qui va s'ouvrir très prochainement porte en premier lieu sur le diagnostic. Et de ce diagnostic sera issu le projet d'aménagement et de développement durable, donc le projet de ville. Alors, pour vous présenter le document dans son ensemble, donc, effectivement, d'abord, ce document, qu'est-ce qu'il définit ? Il définit des grandes catégories. D'abord, il distingue entre les espaces à préserver par principe inconstructible et les espaces urbains par principe constructible. Il définit les caractéristiques urbaines de chaque quartier et les évolutions possibles. Il définit les espaces verts à maintenir et les nouveaux espaces verts à produire. L'emplacement des futurs équipements trouve place dans le document. Les caractéristiques des constructions de manière physique, hauteur, implantation, traitement des façades, surface développée, sont définies par les règles également. Et puis, il détermine, en fonction de la localisation des projets, les fonctions urbaines qui peuvent être imposées, encouragées ou limitées. De quoi est-il constitué, ce plan local d'urbanisme ? Donc, il est constitué d'un gros document qu'on appelle le rapport de présentation qui rassemble la totalité de la situation, qui présente la situation existante du territoire, présente les perspectives d'évolution aussi et la justification des règles. Donc ce document, le rapport de présentation, c'est un document qui n'a sa version finale qu'à la toute fin de la procédure. A contrario, le projet d'aménagement et de développement durable, lui, fait l'objet de la première délibération en cours de procédure à l'issue de la concertation sur le diagnostic. Les orientations d'aménagement et de programmation par secteur, donc définissent sur un territoire spécifique des grandes orientations à suivre. Le règlement comprend l'ensemble des règles qui s'imposent au projet de construction. Et les annexes comprennent la liste des servitudes qui s'imposent directement aux parcelles et aux projets. Alors, pourquoi
distinguer tous ces documents, parce que chacun de ces documents a un rôle différent vis-à-vis des autorisations. Effectivement, le plan local d'urbanisme sert avant tout à délivrer des autorisations de construire. Le rapport de présentation n'a pas de relation directe avec les autorisations de construire. Le PADD non plus. Tandis que les orientations d'aménagement et de programmation sont dans un rapport de compatibilité avec les projets, le règlement impose que les projets lui soient conformes. Et enfin, dans une flèche plus claire, les servitudes d'utilité publique s'imposent directement aux parcelles et aux constructions en même temps que dans le cadre de l'autorisation. Ça, c'est le rôle du PLU. Il sert concrètement, une fois qu'il est approuvé, à délivrer des autorisations. Maintenant, effectivement, à l'étape où nous en sommes, juste après la délibération d'engagement, en fait, s'ouvre la période de concertation. Et cette période de concertation va, dans un premier temps, porter sur le diagnostic et permettre de définir les contours du projet d'aménagement et de développement durable. Donc, exactement, c'est ce qu'on a voulu rendre ici. Le projet d'aménagement et de développement durable est l'une des pièces majeures du plan local d'urbanisme. Il définit les orientations générales fixées pour le développement de la commune. Donc, c'est en fait à l'issue de la concertation qui s'ouvre en ce moment, il y aura un débat au Conseil de Paris pour fixer les orientations du PADD. Pour vous donner une idée du type d'orientation que peut contenir le projet d'aménagement et de développement durable, on a fait figurer sur ces slides les grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable en vigueur. La première de ces orientations, c'est d'améliorer durablement le cadre de vie quotidien des Parisiens. Donc, vous le voyez bien, il s'agit d'une orientation générale qui porte sur le cadre physique et végétal dans lequel se déroule notre vie quotidienne. La deuxième orientation actuellement en vigueur, c'est promouvoir le rayonnement de Paris et stimuler la création d'emplois pour tous. Cette orientation vise clairement l'attractivité économique et effectivement la lutte contre le chômage. Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire, c'est effectivement une orientation à visée sociale. Impliquer tous les partenaires acteurs dans la mise en œuvre du projet, ça c'est une orientation plutôt méthodologique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a des projets d'importance sur un secteur, un petit territoire, il s'agira effectivement de bénéficier des apports des conseils de quartier, des communes limitrophes, des autres personnes publiques. Alors, toujours pour être concret et vous donner un exemple du contenu du projet d'aménagement et de développement durable de Paris, j'ai mis là, on a choisi effectivement un extrait de la mise en valeur du paysage urbain de Paris, donc de la première orientation. Bon, et cet extrait vous montre qu'effectivement, le projet d'aménagement durable et le projet d'aménagement et de développement durable est un texte et, vous le verrez plus tard, des documents graphiques. Ici, on a, dans ce texte relatif à la mise en valeur du paysage urbain et architectural de Paris, on a une définition du paysage urbain et architectural de Paris, quartier ancien, haussmannien ou de faubourg, ensemble immobilier des années 60 et de réalisation plus récente. Vous voyez,
tout un aspect assez riche qui indique tous les éléments qui ont été portés à l'attention, qui sont pris en compte dans le document. Plus loin, mais c'est vrai que ça concerne peu le 6e arrondissement, c'est les orientations paysagères sur la couronne de Paris. Et effectivement, on a indiqué sur les territoires peu ou mal urbanisés, situés notamment au pourtour de Paris, la ville encouragera dans toutes les opérations publiques d'aménagement l'expression de formes urbaines architecturales nouvelles afin de poursuivre l'histoire déjà riche de l'architecture à Paris. Voilà, vous voyez, donc le projet d'aménagement et de développement durable de Paris comprend des objectifs, des définitions générales, riches, et des objectifs comment dirais-je, et oriente de façon générale les évolutions du territoire. Donc, s'agissant de la couronne, effectivement, le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable actuel, a prévu un schéma spécifique sur la couronne de Paris. Donc, on repère très bien les bois de Vincennes et de Boulogne qui sont en vert soutenu, ainsi qu'un bon nombre d'espaces verts et d'espaces sportifs de la couronne de Paris. On voit aussi ces secteurs qui sont estompés rose et violet, la volonté d'un rayonnement ou régional ou au contraire international de tel ou tel secteur. Là, les zones qui sont indiquées dans cette couleur légèrement jaune montrent l'intention de préserver des espaces pour le développement de la logistique urbaine. Bon, il s'agit clairement des faisceaux ferroviaires, mais aussi des espaces du parc des expositions, de l'héliport, etc., etc. Alors, on a vu une carte à l'échelle de Paris, mais on peut aussi avoir des cartes plus précises, plus limitées dans leur champ d'intervention. Et là, effectivement, le PADD actuel propose une carte de mise en valeur de la Seine dans laquelle on prévoit le développement des navettes de bateau-bus, des localisations des diverses piscines en Seine, des localisations de ports urbains et de haltes de bateau-bus. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que le document graphique du projet d'aménagement et de développement durable, oui, peut être à l'échelle générale ou à l'échelle particulière, exactement comme le document écrit du projet d'aménagement et de développement durable rentre dans le détail des différents thèmes. Donc, ensuite, il me semble que ce sont les OAP. Marie-Pierre, je te laisse reprendre la parole si tu... Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, il y a plusieurs... De la même manière que le PADD peut avoir une échelle sur tout Paris ou sur un secteur, il y a également plusieurs types d'orientation, d'aménagement et de programmation que l'on appelle OAP par son acronyme. Comme le PADD, ces OAP comprennent à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques. Elles peuvent donc être sectorielles, c'est-à-dire définies sur un schéma d'aménagement et de programmation pour des quartiers ou des espaces spécifiques, mais elles peuvent être également thématiques sur un thème particulier qui couvre dans ce cas l'ensemble du territoire parisien, comme la cohérence écologique. Le rapport de ces OAP avec les projets de tout pétitionnaire qui dépose un projet nécessitant une autorisation d'urbanisme sur le territoire parisien est un rapport de compatibilité. Donc, c'est-à-dire que le projet ne doit pas contrarier l'orientation définie dans une OAP.
Cela veut dire également, cela implique également que ces orientations d'aménagement et de programmation doivent, comme leur terme l'indique, rester des orientations et ne pas devenir des règles et donc des prescriptions. Leur écriture doit donc se distinguer du règlement, qui est une autre partie du PLU qui sera abordée un petit peu plus loin dans la présentation. Est-ce que je peux vous poser une question à cet instant, Madame Padovani? Bien sûr. Je voulais savoir si ce que vous appelez l'OAP, vous avez distingué deux types d'OAP, l'OAP thématique et l'OAP sur un secteur particulier. Est-ce qu'on peut essayer de comparer ça à ce qu'on a appelé il y a un certain temps, ce qui avait été les POS, c'est-à-dire les plans d'occupation des sols de quartier? Là, je fais appel à une notion relativement ancienne, mais qui existait dans le PLU parisien. Ou est-ce que c'est complètement différent? Oui, Marie-Pierre, peut-être vas-y, Corinne, ouais. À cette question. Ouais. Effectivement, vous avez raison de citer les postes de quartier. Les postes de quartier étaient donc on est dans une application du Code de l'urbanisme qui date des années 90 jusqu'à toutes les années 90 se sont centrées autour des postes de quartier. Et effectivement, dans le cas, si vous voulez, il s'agissait d'adapter les prescriptions au plus près de la typologie du quartier. Et effectivement, si vous voulez, c'était bien un règlement. Donc, dans ce sens-là, c'est totalement... donc, les autorisations devaient être conformes au poste de quartier. Et là, à contrario, les orientations d'aménagement et de programmation que vous présente Marie-Pierre Padovani sont dans un rapport de compatibilité. Donc, il y a exactement entre le poste de quartier et les OAP, entre le PLU et les OAP, le même distinguo. Est-ce que c'est clair ? On peut considérer, alors attendez, c'est clair, ça veut dire que c'est on peut considérer que c'est la même philosophie qui les anime. Non, alors je me suis très mal exprimée. Voilà, je me suis très mal exprimée. Soyez plus direct. Ça veut dire que le poste de quartier J'ai posé une question directe, donc apportez une réponse directe. Au règlement du plan local d'urbanisme, les postes de quartier correspondent au règlement du plan local d'urbanisme, les OAP apparaissant avec la loi SRU à partir de l'année 2000. Si je peux ajouter quelque chose, en fait. Donc c'est juste, autrement dit, c'est juste des orientations. Ce sont juste des orientations. En 2006. Et donc dans un rapport de conformité avec les permis de construire. Alors que là, les OAP, c'est un nouvel outil qui s'impose en termes de compatibilité avec les projets et qui définit des orientations et qui ne définit pas des règles. Et elles le font dans 4 domaines, dans le domaine de l'aménagement, de l'habitat, du transport et des déplacements. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus général. C'est un peu, je vais être un peu trivial. Ce sont des orientations, mais ça n'a donc pas valeur de règle. C'est une orientation qui peut être. Voilà. Ça s'impose en termes de compatibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les projets soient contraires à ce qui est écrit dedans, mais ils ont une certaine marge de souplesse dans leur conception vis-à-vis de ce qui est indiqué dans l'OAP. Oui. Ça reste des orientations et non des règles, en fait. Parfait, merci, vous pouvez continuer. À votre question. Marie-Pierre, peut-être avec l'exemple, les 2 prochains exemples, ça sera plus clair, les marges de manœuvre à l'intérieur des orientations des OAP, peut-être. Ok, donc je continue. Là, vous avez sur l'écran
l'orientation d'aménagement et de programmation du quartier Saint-Vincent-de-Paul, enfin de la ZAC d'aménagement Saint-Vincent-de-Paul qui se trouve dans le 14e arrondissement, avec l'avenue d'Enfer Rochereau par ici, la place d'Enfer Rochereau qui est là, le jardin du Luxembourg qui n'est pas très loin, plus au nord, et le boulevard Raspail. Donc, ce en quoi vous allez voir que ce n'est pas une règle, c'est que ce ne sont vraiment que des orientations, c'est qu'on définit bien sûr le périmètre sur lequel va s'appliquer ces orientations. On indique que l'on souhaite, par exemple, désenclaver ce quartier en favorisant des entrées et des sorties depuis les grands axes, donc depuis l'avenue d'Enfer Rochereau, une entrée et une sortie depuis la rue Boissonnade. La circulation au sein de ce secteur se ferait par une voie périmétrique. Mais aujourd'hui, dans ce schéma, vous ne voyez pas quel type de voie il s'agit. On n'en est pas à définir sa largeur, le trafic qui pourra être dessus. Ça reste simplement des indications. On sait également une autre orientation qui est fournie, c'est que l'on souhaite un espace vert. Là aussi, rien qu'à la lecture du schéma, on ne connaît pas son emplacement. On a mis une pastille pour dire on souhaite un espace vert à cet endroit. On souhaite également un équipement sportif et un équipement scolaire. Ça doit trouver sa place dans ce secteur. On ne sait pas encore précisément où c'est. C'est une orientation. De la même manière, on a 3 petites étoiles qui indiquent qu'il y a le souhait de préserver le patrimoine qui se trouve soit en façade de l'avenue d'Enfer Rochereau, soit juste en arrière du secteur. Donc, c'est vraiment, on n'est pas dans la précision. On indique ce que l'on souhaite, mais on ne sait pas encore exactement ce que ce sera. Ce graphique est néanmoins accompagné, et c'est là où on rejoint la partie programmation de l'orientation d'aménagement, de textes. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a quand même un peu plus de précision, c'est-à-dire que l'on souhaite un quartier à dominante de logement, ouvert sur la ville et favorisant une mixité sociale. Donc on sait que ça sera une dominante de logement. On est également un peu plus précis puisqu'on en a dit que sur les surfaces qui seront créées, on souhaite que 70% soit dédié au logement, avec une répartition de 50% de logements sociaux et 20% de logements intermédiaires. Donc là, on est vraiment dans de la programmation. On a également une précision sur la création de l'espace vert public. On dit on souhaite un espace vert d'environ 4000 m². Et pour rejoindre le schéma que je vous ai montré tout à l'heure, on souhaite mettre en valeur la séquence historique. Donc, c'est les petites étoiles marron que je vous pointais qui permettent de préserver la façade historique sur l'avenue d'Enfer Rochereau et également un bâtiment qui se retrouve un peu plus en arrière. On reste toujours dans une orientation sans être vraiment dans la règle ni la précision, puisqu'on dit les voies à créer auront une largeur variable qui leur permettront de recevoir un traitement paysager, et la localisation des équipements, donc que ce soit l'espace vert, l'équipement sportif ou l'équipement scolaire, sont figurés sur le document graphique à titre indicatif. Pour autant, que ce soit l'aménageur ou l'architecte maître d'œuvre urbain du secteur ont déjà des indications. Ils savent ce qu'ils doivent faire, charge à eux d'imaginer le meilleur aménagement urbain qui prenne en compte ces souhaits exprimés par la municipalité. Je vous indiquais également que l'OAP pouvait être sectorielle, mais elle peut être également thématique. Et ici, celle qui existe aujourd'hui au sein du PLU parisien est une OAP en faveur de la cohérence écologique. Donc on voit, elle couvre l'ensemble du territoire. Elle a pour objet, avec nos 2 gros réservoirs de biodiversité qui sont nos 2 bois, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes, et de mettre en avant le souhait de liaison et de corridors
écologique, que ce soit sur toute la couronne parisienne, et de favoriser des liens avec des sites régionaux. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, on passe donc au troisième bloc du PLU, le règlement. Merci de me repasser la parole, Marie-Pierre. Donc, effectivement, s'agissant du règlement, bon, le règlement comprend de très nombreuses dispositions, donc on a fait une sélection, parce que aussi, c'est pas le principal résultat de la concertation qui va s'engager. Donc, le règlement comprend des parties écrites et des parties graphiques. Pour dans les parties écrites, nous avons les dispositions applicables à tout le territoire, dont les définitions et les figures. Pour chaque zone, un règlement constitué d'un préambule et de 15 articles, et puis un ensemble de listes qui rassemble toutes les servitudes qui ont été définies et arrêtées dans le cadre du PLU. Les documents graphiques comprennent un ensemble de cartes qui vont du 1/25 millième au 1 millième, rassemblées dans un atlas. Donc, et chacune de ces cartes a un objet particulier. Ici, vous voyez un exemple de la carte au 2 millième qui porte l'ensemble des prescriptions, qui rassemble l'ensemble des prescriptions locales à grande échelle, afin que chacun des propriétaires des terrains ou chacun des constructeurs puisse les connaître aisément. Donc, les constructeurs, pour leurs projets, seront soumis à la conformité de leurs autorisations, à la fois vis-à-vis des pièces écrites, mais aussi des pièces graphiques du règlement. Alors, la décision la plus importante du règlement, c'est le zonage. Alors, pour illustrer cette décision d'importance, on vous présente ici le zonage de 2006. Donc, le zonage, c'est le socle du règlement, c'est-à-dire qu'il est obligatoire et il distingue en premier lieu les espaces à préserver qui, par principe, sont inconstructibles, des espaces urbains ou urbanisés qui, par principe, sont inconstructibles. J'oubliais une chose, mais voilà, ça reviendra, excusez-moi. Donc, le zonage du PLU de Paris a mis en œuvre un principe de simplification. Donc, la simplification qui a été produite a conduit à distinguer sur le bois de Boulogne et de Vincennes la zone naturelle des zones urbaines qui sont la partie centrale intramuros de Paris. Dans ces zones urbaines intramuros de Paris, on est en majorité dans cette zone bleue, qui est une zone généraliste où toutes les fonctions urbaines peuvent trouver place. On l'appelle la zone urbaine générale. 3 zones spécialisées répondent à des besoins particuliers. Bon, la zone naturelle dont on a parlé déjà, et puis la zone urbaine verte qui recouvre les parcs et jardins et les espaces sportifs de la couronne, et la zone de grands services urbains, zone UGSU, pour les équipements un peu spécifiques et qui présents sur le territoire communal, que sont les hôpitaux, les faisceaux ferrés, les réservoirs, les ports urbains, je crois que j'ai tout dit, qui nécessitent des règles spécifiques. Donc on a bien une zone naturelle qui porte sur les 2 bois et donc 3 zones urbaines qui portent sur la partie intramuros de Paris.
Vous pouvez nous dire à quoi correspondent les 3 taches blanches? Alors, celle qui concerne le 6e, Jardin Luxembourg, ça, on la connaît, hein, puisque Jardin Luxembourg et les bâtiments du Sénat sont exclus du PLU depuis un certain nombre d'années. Et 2 autres grandes zones, il y en a une sur le 7e et une manifestement sur le 4e. Ah oui, c'est les plans sauvegardés, sans doute. Plans de sauvegarde. Absolument. Absolument. Je vous remercie. Je n'avais pas tout à fait entendu la question. Effectivement, est représenté en blanc sur cette carte le territoire des 2 PSMV et le territoire du Sénat, qui, de par un article de loi spécifique, n'est pas soumis au règlement du plan local d'urbanisme. Alors ici, donc un exemple de règle, les protections commerciales et artisanales. Donc là, voilà, c'est-à-dire que le long des linéaires qui sont soulignés par ces filets de couleur, les commerces et les boutiques d'artisans ne peuvent pas faire l'objet de changements de destination sans encadrement spécifique. Et donc, ça produit une préservation de ces destinations. D'une façon un peu différente, mais dans le même esprit, on a 72 parcelles qui sont concernées par une protection de l'artisanat et de l'industrie. Ça, c'est le prolongement du poste de quartier, effectivement, du faubourg Saint-Antoine. Donc après, on a d'autres règles. Donc ici, vous voyez des cartes de thématiques donc à l'échelle 12 500e, où effectivement se trouve programmée la mixité sociale et donc une carte plus centrée sur le 6e arrondissement de la protection du commerce et de l'artisanat. Voilà. Alors, le règlement comprend effectivement des règles écrites avec des schémas. Donc, on vous a mis ici l'exemple de la réglementation liée à la hauteur des constructions. Effectivement, la hauteur de construction donc est réglée aussi bien en hauteur de façade et en type de couronnement. Et hauteur de façade et type de couronnement définissent un gabarit enveloppe dans lequel les constructions vont pouvoir s'inscrire. Alors, cette règle, elle est d'importance parce qu'elle a été établie en fonction de la largeur des rues actuelles et de leur ancienneté. Elles sont modulées pour s'adapter au paysage urbain de chaque secteur. Et donc, on trouve toute une variété de hauteurs possibles et imaginables. Donc là, sur la slide, c'est à la main gauche, vous avez toute la série des filets qui définit toutes sortes de hauteurs de façade possibles. Et à contrario, la forme du filet, selon que c'est un trait continu ou discontinu, un tireté, donne la forme du couronnement qui va pouvoir être qui va définir le volume dans lequel pourront s'installer les constructions neuves. Voilà. Donc ici, donc nous avons la planche G08 qui regroupe la majeure partie du 6e arrondissement et effectivement on se rend compte de la diversité des différentes prescriptions localisées qui ont été définies dans le cadre du document du plan local d'urbanisme de 2006. Donc, en fond de plan, c'est la zone urbaine générale et en vert clair, la zone UV, c'est-à-dire les parcs et jardins que vous connaissez tous. En jaune, vous avez les espaces qui sont destinés
à la voirie publique ou privée. Vous avez en bleu ciel les emplacements réservés pour logement social, pour logement et logement social. Le gros pourtour rouge est un périmètre de localisation pour équipement public. Le chenillé vert avec un chiffre à l'intérieur est un espace vert protégé. Et voilà, il est un espace vert protégé. Donc la hachure grise est l'identification des bâtiments protégés. Vous avez aussi des petits carreaux marrons qui représentent les espaces libres protégés. Toute la variété des filets de couleurs qu'on a vu tout à l'heure. Sur le territoire du 6e arrondissement, quelques filets sont indiqués. Pardon, excusez-moi, on voit les différentes natures de filets. En flèche verte, vous avez la liaison piétonnière. Et puis enfin, je l'ai indiqué parce qu'il y en a une, mais il faut vraiment la trouver, la volumétrie existante à conserver, qui est de la hachure rousse, qui est ici totalement à l'est du territoire. Sur cette carte, on voit aussi effectivement la Seine, en haut à droite, et un petit bout. Donc on a fait un recollement sur la planche du plan local d'urbanisme avec le PSMV en vigueur à l'époque. Et vous avez sur le territoire du Sénat la mention de l'article particulier qui le concerne. Voilà. Alors, il nous semblait important aussi de donner un exemple des possibilités d'imposer une occupation du sol. Et ici, on a pris l'exemple de l'emplacement réservé pour logement et logement locatif social. Donc, dans le plan local d'urbanisme actuel, vous avez du point de vue graphique effectivement cette tache bleue avec la mention LS 100-60, ce qui veut dire logement social. Si donc je suis propriétaire de cette parcelle et que je démolis et que je reconstruis les constructions existantes sur cette parcelle, ou si j'engage une restructuration lourde, donc ça veut dire que je suis contraint par le document d'urbanisme en tant que constructeur, je suis contraint de prévoir 100% de logements en superstructure, dont 60% au logement social. Donc l'ensemble de ce type de prescription fait l'objet de listes, comme vous voyez, comme vous en voyez l'extrait à main droite, dans lequel par arrondissement, par adresse, est défini précisément le type de contrainte qui va s'imposer dans le cadre du permis de construire. Bon, sur cette slide, on voit aussi des éléments qu'on a mis pour information. Les étoiles rouges, donc là on est en bas à droite, à gauche, excusez-moi. Les étoiles rouges indiquent les monuments classés monuments historiques, et les étoiles noires, les bâtiments inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Voilà. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Oui, alors effectivement, j'avais totalement oublié. Donc effectivement, où trouver le PLU actuel? Eh bien, sur le site paris.fr, donc accessible depuis Internet. Et en fait, ce site donne l'accès à une recherche par adresse et puis un livre qui peut détailler beaucoup plus avant le contenu du document. Bien.
Voilà, je pense que c'était donc voilà le premier temps de cet exposé. Donc, la révision du plan local d'urbanisme en plan local d'urbanisme bioclimatique a fait l'objet donc d'une délibération en décembre dernier. Et les raisons qui motivent l'engagement de cette révision, bon, il y a une raison toute simple, c'est qu'il était prévu que le PLU de 2006 prévoyait un horizon à 2020, donc nous y sommes. Les documents d'urbanisme sont régulièrement actualisés pour prendre en compte les évolutions des orientations de la municipalité, mais aussi les nouveaux enjeux et l'évolution du territoire et la nouvelle réglementation. Sur ces deux thèmes, on a en particulier les nouveaux documents de planification qui s'imposent. Je pense par exemple, par rapport à 2006, de nombreux documents de planification ont été adoptés, aussi bien le SDRIF que le schéma directeur de région Île-de-France, le schéma directeur d'aménagement de gestion de l'eau de la Seine, le plan de gestion des risques d'inondation, le plan climat air énergie territoriale, bien sûr. Voilà. Et puis la nouvelle réglementation, typiquement depuis 2006, ce sont les lois Grenelle qui trouvent toute leur importance, la loi LCAP, la loi UH, enfin voilà. Donc, dans le cadre de cette révision, des aspects de la réglementation actuelle peuvent être prolongés, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la révision du PLU doit prendre en compte le plan climat air énergie territoriale. Dans sa dernière mouture. Bien, merci beaucoup pour cet exposé tout à fait intéressant. Je vous propose peut-être de passer à une première série de questions. Et si j'ai bien compris, ensuite, on aura peut-être une deuxième partie d'exposé sur la concertation, sur la méthode de concertation. Est-ce exact? Tout à fait. Hein? Bon, peut-être donc là, on pourrait poser peut-être un certain nombre de questions sur la phase, je dirais, sur le noyau dur, si je puis dire, du PLU, c'est-à-dire ces 3 années au cours de laquelle il va être défini et validé. Et au sein de ces 3 années, il y en a 2 proprement dites, 2021 ou 2022, qui sont déterminantes. 2021 qui sera sanctionné par l'élaboration, la définition du PADD, c'est-à-dire le programme d'aménagement durable, et puis 2022, où on continuera à travailler sur les orientations du PLU. Tout ceci étant rythmé par des votes au Conseil de Paris, et donc en Conseil d'arrondissement. Je vois M. Rioual qui commence à pâlir derrière son masque noir. Et puis également des réunions des conseils de quartier. Si les conseillers de quartier avaient peur de s'ennuyer, eh bien, écoutez, ils pourront effectivement, outre d'autres sujets, pouvoir sur le fond s'intéresser au PLU. J'ajoute que nous avons un sujet, en plus, un exercice théorique et pratique qui concernera le 6e arrondissement comme le 14e et le 15e. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est l'intérêt fort que nous portons à l'opération Maine-Montparnasse, qui est l'exemple typique d'une opération qui a été définie au milieu du XXe siècle et qui verra donc se substituer une nouvelle opération d'aménagement dans les 10 prochaines années, mais pour que ce soit le cas, il faut la définir dès maintenant. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire aux responsables de la direction de l'urbanisme, M. Leclerc et Mme Haas, personne ne comprendrait que l'opération d'aménagement de Montparnasse ne soit pas en phase
avec le PLU qui est en cours de définition, enfin qui va être en cours de définition et qui portera sur les années prochaines. Donc il faut en quelque sorte travailler sur les deux en parallèle. Mais c'est une autre affaire, la définition de Maine Montparnasse avait été initiée par l'équipe précédente et par l'adjoint à l'urbanisme précédent qui nous a quittés, je veux parler de M. Missika. Il a eu la main un peu lourde, comme on dit, et là, je crois que le PLU bioclimatique et la crise sanitaire Covid va nous aider à, je dirais, dédensifier un peu l'opération, la redéfinir en partie, moins de commerce, sans doute davantage de logements et peut-être un peu plus de verdure, même si le fait que le sous-sol de Montparnasse s'apparente un peu au mur de l'Atlantique fait que ça sera sans doute moins de la forêt urbaine que du gazon. Mais ça, nous aurons l'occasion d'en reparler bien sûr dans les conseils de quartier, au sein du conseil du 6e arrondissement, au sein de la mairie de Paris également, puisque je suis en lien direct sur cette affaire avec Emmanuel Grégoire, et dans donc toutes les instances concernées par ce sujet. Et je le dis d'autant plus que j'ai plusieurs conseils de quartier et plusieurs membres éminents de ces conseils de quartier qui ont souhaité que les conseils de quartier du 6e, et notamment Notre-Dame-des-Champs, Saint-Placide, qui ont une façade directe sur le boulevard de Montparnasse, soient directement associés à la concertation sur cette importante opération. Donc je vous propose peut-être, mesdames et messieurs, les élus, les conseillers de quartier, les représentants d'associations, peut-être un micro est à votre disposition à travers Monsieur Johan Aubeuf. Il suffit de lever la main. Alors soit de la lever pour ceux qui sont en distanciel. Je crois qu'il y a des petites icônes qui doivent être accessibles, activables de vos ordinateurs, soit de la lever physiquement pour ceux qui sont dans la salle des fêtes. Membre du conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés. Et puis ensuite, je pense qu'il faudra, c'est que peut-être Monsieur Gisard, qui manipule particulièrement bien l'application, nous dise et note les différentes personnes qui ont souhaité s'exprimer. D'accord. Alors, Monsieur Chevalier et Monsieur Comet ensuite. Bien, bonsoir tout le monde. Merci de nous recevoir et de nous passer la parole. Madame, vous avez évoqué assez rapidement, mais bon, il y a pas mal de choses, les espaces verts protégés sur votre carte. Pourtant, c'est quelquefois des poumons verts qui sont plus denses, en végétaux, plus denses que les espaces publics. Et il est prévu normalement de les protéger comme leur nom l'indique. Or, on s'aperçoit, juste un exemple court, chez nous, un locataire a abattu un arbre, a demandé l'autorisation, l'a obtenu. Est-ce qu'on a vérifié son éligibilité? Non. Est-ce que les parcs et jardins sont intervenus? J'espère que non. Est-ce qu'on lui a demandé de replanter? Non. Est-ce qu'il y a la mairie a un inventaire de nos espaces? Non. Dans le même espace de l'autre côté, une terrasse, 60 mètres carrés, bétonnée, et puis un petit abri au fond du jardin, 25 mètres carrés. Une verrière est prévue sur les terrasses. Vous avez bien compté, ça fait 85 mètres carrés de bouffée sur un nez VIP, déjà bouffé de 60 mètres carrés par le propriétaire précédent, avec le même coût de la verrière. S'il y a des gens mal intentionnés pour détruire un espace vert protégé, je peux leur fournir un catalogue. Ma question, c'est, vous allez donner des règles. Est-ce que vous allez, s'il vous plaît, parce que là c'est une véritable passoire, est-ce que vous allez renforcer les procédures pour protéger ces EVIP et les faire respecter? Sinon, je pense que ce n'est pas la peine d'éditer des règles. Est-ce qu'il est donc prévu qu'on resserre un petit peu les boulons, question protection et application de ces mêmes règles? Merci. Peut-être c'est une question très importante, les EVIP. Je surenchéris très rapidement. C'est vrai qu'il faudrait que très clairement, pour les différents arrondissements, on ait une liste actualisée des EVIP. On ait une liste actualisée des EVIP. Et moi, je souhaiterais que la ville, dans le cadre du PLU bioclimatique, rappelle à chaque propriétaire d'EVIP
les règles qui s'appliquent à cette évip. Car nous avons eu un exemple récent rue Notre-Dame-des-Champs d'une propriété, d'un propriétaire, en l'occurrence d'ailleurs plus ou moins une congrégation, qui s'est laissé aller effectivement à araser un certain nombre d'arbres. Donc là, il y a eu un constat, un procès-verbal d'établi, mais je pense que effectivement, la notion des VIP, qui était très présente il y a une vingtaine d'années, s'est un peu étiolée. Donc il faudrait vraiment reprendre ça. Ensuite, il faut, comme l'a dit Monsieur Chevalier, il faut que les services aient les éléments. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que les cœurs d'îlots, quand il y a des évipes en cœur d'îlot, il faut le savoir. Il faut que ça soit connu. Oui, allez-y, Madame je pense Charpentier. Si je puis me permettre, simplement, il est tout à fait clair que les cœurs d'îlots participent de ce qu'on appelle la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Donc, nous n'en sommes pas encore, vous l'avez dit, Monsieur le maire, au règlement, puisque la révision du règlement n'interviendra en fait qu'en 2022. Mais je pense que l'on restera tout à fait vigilant, voire même plus que vigilant à ces espaces verts protégés. Et d'ailleurs, les conseils de quartier peuvent effectivement travailler dès à présent pour soit en proposer et regarder les listes existantes et voir si elles sont toujours d'actualité ou les rappeler. Oui, mais il faudra qu'on ait la liste, que vous nous renvoyiez la liste aussi. Je pense qu'elles sont dans... Enfin, Normalement, la liste des EVP, des espaces verts protégés, enfin, c'est pas normalement, c'est comme ça. Oui, elle est annexée au règlement du PLU par arrondissement, avec la surface correspondante. Donc accessible sur paris.fr. Paris.fr. Maintenant, effectivement, s'il y a lieu de mettre en avant des aménagements qui ont été faits en dehors du contrôle du service du permis de construire, il faut se pencher dessus, savoir si éventuellement ils auraient pu rentrer dans le cadre d'une autorisation et aussi, pourquoi pas, enrichir cette liste. Chevalier va nous transmettre ou vous transmettre directement les informations, si ça vous convient. On va peut-être donner la parole maintenant à Monsieur Comet. Oui, merci. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Je vous remercie. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce que vous avez dit sur l'aménagement de Montparnasse, et on ne comprendrait pas que Montparnasse ne prenne pas en compte les nouvelles orientations du PLU. Et de façon plus générale, j'avais une question. Entre le moment où on commence à réfléchir au PLU, ce qui est le cas actuellement, le moment où on définit quelques grandes orientations et le moment où les règlements sont effectivement adoptés et entrent en vigueur, il y a un certain nombre d'années. Et est-ce qu'il y a un moyen de s'assurer que ce qui est construit pendant ces années où le PLU est déjà pensé mais pas encore réellement entré en vigueur, que pendant ces années-là, on tâche de respecter autant que possible le futur PLU? Si je peux peut-être répondre à cette question-là, si vous le souhaitez. Absolument. Oui, traditionnellement, pour répondre à la question que pose Monsieur Comet, donc on emploie ce qu'on appelle le sursis à statuer. C'est cette procédure permet de refuser une autorisation au regard des orientations qui sont définies dans la délibération d'engagement. Donc, en fait, voilà, c'est le moyen qui est le moyen réglementaire pour y répondre. Toute la difficulté va être effectivement de trouver le lien entre l'autorisation et les orientations qui ont été définies en décembre de l'année dernière.
Je sais pas. Oui. Oui. Peut-être une petite précision, Corinne, le sursis à statuer n'est pas valable tant qu'il n'y a pas de projet de PLU soumis à enquête. C'est-à-dire qu'il faut que le projet de PLU soit quand même constitué pour pouvoir s'opposer à une autorisation d'urbanisme. Ah d'accord. C'était la question. C'est C'était la peut-être question pas que je voulais exactement dans poser. ces termes-là, mais c'est surtout qu'il faut que le projet soit suffisamment bien défini. Oui, Ah donc c'est pas tout de suite, c'est juste. c'est pas tout de suite. Voilà. Voilà. C'est avec un. Aujourd'hui, on a des orientations qui ont été délibérées au Conseil de Paris de décembre 2020. Donc les 5 objectifs, c'est le PLU actuel qui s'appliquera aux autorisations d'urbanisme tant que notre projet de PLU bioclimatique n'est pas suffisamment arrêté et défini, effectivement. Merci. Donc, ça veut dire très précisément qu'il faut attendre la 3e phase, c'est-à-dire l'arrêt du PLU à la fin 2022, pour que les sursis à statuer rentrent en ligne de jeu, principalement pendant l'année 2023. Écoutez, on va le faire confirmer par nos juristes. Mais ça serait effectivement c'est bien sûr une donnée le schéma prévisionnel. une donnée essentielle. Hein. Ouais. Faudra, enfin, qu'on puisse pas répondre aujourd'hui, ça paraît logique, mais effectivement, ça paraît logique de savoir est-ce que c'est lorsque le Conseil de Paris aura approuvé le PLU et qu'on sera dans une phase, je dirais, juridique, c'est-à-dire principalement pendant l'année 2023, ou est-ce qu'il faudra attendre encore plus tard, quoi. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que, bien évidemment, ça créera, vous l'avez compris, un effet d'aubaine. Vous allez avoir des opérateurs qui vont se précipiter éventuellement avant pour faire passer les opérations et pour éviter effectivement des sursis à statuer. Donc c'est là où il faudra être effectivement très vigilant. Oui, parce que en fait, l'enquête publique ne doit pas apporter de modifications majeures au projet de PLU, mais simplement prendre en compte les remarques des habitants, bien sûr, mais ça ne doit pas bouleverser pour autant le projet de PLU. Donc ça veut dire qu'à ce stade, le projet de PLU est quand même suffisamment bien connu. Mais c'est un point que nous ferons confirmer par nos juristes. Et nous reviendrons vers vous si vous le souhaitez. Je voulais préciser que pour surseoir à statuer, il faut que le Conseil de Paris le décide aussi. C'est-à-dire que ça doit faire partie d'une délibération. Donc c'est vrai que si le sursis à statuer n'a pas été pris au moment de la prescription de la révision, comme le dit Marie-Pierre, ça interviendra donc au moment du débat, mais normalement au moment du débat du PADD, il n'y a pas vraiment de délibération, mais donc à l'arrêt du PLU. Très bien. Autre question? À confirmer bien sûr par nos juristes. Il n'y a pas d'autres questions en distanciel ou en présentiel? Oui, si, il y a Madame Canamella, là-bas. J'ai juste une petite question sur Montparnasse. Excusez-moi. Oui, bonjour. J'ai juste une petite question concernant Montparnasse, parce que Montparnasse a déjà été validé, le projet. Sur le site, en tout cas, c'est validé et on voit les plans qui vont être faits. Non, je me permets de répondre à la place de Madame. Non, il y a eu des... C'est pas validé, si vous voulez. C'est pas validé. Pour faire court, le permis de construire de la tour est quasiment définitif. La tour du CIT qui sera remodelée, améliorée, c'est bien parti. Mais en revanche, il y a tout ce qui concerne la dalle, tout le centre commercial qui d'ailleurs sera sans doute réduit à pas grand-chose, puisque comme il y a eu beaucoup de commerces créés sur Commandant Mouchotte, dans la gare Montparnasse, on ne peut pas recréer encore un centre commercial à cet endroit. Et la répartition logement, bureau, peut-être commerce résiduel et localisation des équipements reste à voir. La façade avec l'immeuble que j'appellerais immeuble Missica, qui avançait sur la place du juin 40 et qui bouchait la rue d'Odessa, n'est pas du tout validée. Pas du tout validée. Voilà. Et nommez-vous bien quand vous intervenez. Donc nommez-vous, Madame, pour qu'on puisse... Non mais, Madame, c'est pas nommé.
Donnez bien votre nom et le nom de votre association ou du conseil de quartier dans lequel vous êtes. Conseil de quartier Monet et SOS Bruit Paris 6e. Juste, excusez-moi, je n'ai peut-être pas tout entendu parfois. Enfin bon. Et excusez-moi, merci d'abord de me donner la parole et excusez si c'est une question naïve. Est-ce que les grands projets d'Anne Hidalgo, qui d'après la revue Capital du 9 mars vont élever la dette parisienne à plus de 7 milliards d'euros, sont inclus dans le PLU ou non? Et donc, est-ce que nous sommes admis dans la concertation ou non? Et là, deuxième question plus précise, je n'ai peut-être pas entendu, est-ce que vous avez la liste des projets dans le 6e, le projet exact et géographique dans le 6e sur lequel on peut donner notre opinion? Voilà. Excusez-moi. Si vous me permettez de vous répondre, Madame Canamela, plusieurs choses rapides. Par exemple, Maine Montparnasse, dont on vient de parler, c'est une opération purement privée. Il n'y a quasiment pas d'impact financier pour la ville de Paris. Mais bien évidemment, c'est une opération qui doit être équilibrée. D'où, les valeurs, heureusement, à Paris ne diminuent pas trop. On peut pas, si on faisait qu'un espace vert au pied de la tour, il y aurait un problème de financement, même si on souhaiterait qu'il y ait effectivement plus d'espaces verts, et ça sera sans doute un des débats que nous aurons. Mais il y aura forcément des constructions. S'il y a moins de commerce, il y aura sans doute peut-être davantage de logements, mais c'est pas forcément plus mal. Après, sur les projets d'aménagement locaux et les opérations, je dirais, voirie, embellissement, etc., là, c'était plutôt le SICA précédent que nous avons fait avec Jacques Baudrier, et nous reviendrons dans les conseils de quartier également. Outre le PLU, vous aurez les conseils de quartier qui seront sollicités en réunion publique d'ailleurs également dans les prochaines semaines pour recueillir leurs avis sur des projets d'aménagement locaux, 6e arrondissement, qui dans un premier temps concerneront la zone dite nord du 6e, c'est-à-dire qui correspond à l'addition des territoires des 3 conseils de quartier, Saint-Germain-des-Prés, Monnet et Odéon. Et dans un deuxième temps, c'est-à-dire dans 2 ans, ça sera les conseils de quartier Saint-Placide, Notre-Dame-des-Champs et Rennes-Cassette qui seront sollicités, interrogés, auditionnés sur ces aménagements locaux de nature variable. S'agissant enfin des constructions, vous savez que le 6e arrondissement n'a plus quasiment de surface de foncier disponible. Il n'y a plus de foncier disponible. Donc les seules opérations urbanistiques qui peuvent être faites dans le 6e sont des opérations de reconstruction, démolition-reconstruction. C'est à peu près tout ce qui peut être fait. Alors à l'occasion de ces opérations de démolition-reconstruction, il peut y avoir des hauteurs plus importantes puisque le PLU s'applique, effectivement les règles du PLU s'appliquent. Il peut y avoir des dents creuses qui soient comblées, encore que c'est assez peu le cas, il y en a assez peu dans le 6e, ou des opérations un peu plus importantes. On aura peut-être l'occasion de revenir sur telle ou telle d'entre elles dans les prochains mois. Madame Carpentier, vous voulez peut-être Charpentier, vous voulez peut-être compléter? Non, je suis parfaitement. Je crois avoir bien entendu ce que vous disiez. Je n'ai rien de plus. Je trouve. Vous faites un diagnostic excellent, effectivement. Le 6e arrondissement est pratiquement totalement construit. Il n'y a plus de foncier disponible et donc ça ne peut que être à terme, effectivement, des opérations, soit démolition, reconstruction, soit des opérations de restructuration lourde et pas de projets spécifiquement, enfin de construction à partir d'un terrain libre, absolument. Merci Madame Charpentier. Autre question, monsieur? Oui, bonjour, Bruno Bouchot, je suis membre du comité de quartier Saint-Placide.
Dans la réflexion bioclimatique, il me semble que le transport et la circulation est un point important. Je voulais savoir s'il y avait une réflexion qui était menée sur la piétonisation de quartiers ou de zones plus importantes prévues dans le futur PLU. Madame Charpentier, après moi je peux dire quelques mots, mais si vous voulez intervenir en termes réglementaires déjà. Oui, si vous voulez, le mot bioclimatique a une acception au premier rapport plutôt architecturale. Il s'agit de prendre en compte dans le projet architectural les caractéristiques du site et ce qu'il peut générer comme bénéfice d'un point de vue thermique du fait de son orientation, des vents dominants. Donc ça, c'est le bioclimatisme tel qu'il est défini en termes architectural. Donc le PLU bioclimatique qui est proposé, qui est engagé là par la délibération de décembre, c'est bien d'étendre cette notion à la planification urbaine. Donc, comment dirais-je? Oui, voilà, c'est ce qu'on voit ici dans ce document. Alors, effectivement, face à l'urgence climatique et sanitaire, les modes actifs de déplacement ont toute leur place. Et voilà, donc bien entendu, les transports collectifs seront mobilisés à terme, hein, mais bien au-delà du projet d'aménagement et de développement durable qui est comment dirais-je, qui est en question. Le projet d'aménagement et de développement durable qui est en question à l'heure actuelle. Donc les transports collectifs et les futures voies qui pourront être piétonnières rentreront en compte en termes d'objectifs dans le cadre pour faire face à cette urgence climatique. Oui. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention dans la salle ou en distanciel ? Monsieur. Oui, Olivier Dubois, je suis membre du conseil de quartier Saint-Placide. Je voulais savoir si dans le cadre des objectifs qui ont été fixés pour ce PLU, notamment Paris active au sein de la métropole, ça signifie qu'il y a une concertation avec peut-être la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France ou à tout le moins les communes périphériques de la ville de Paris, parce qu'on ne peut pas promouvoir une politique de développement durable uniquement à l'intérieur des frontières du périphérique. Et je pense que ça concerne évidemment la pollution de l'air, ça concerne la problématique de transport. On sait très bien effectivement qu'une grande partie des infrastructures de transport au sein de la ville de Paris sont utilisées par des habitants qui ne sont pas relevant de la ville de Paris. Donc je pense que la concertation, elle est absolument indispensable avec l'environnement. Donc si Paris est la ville active de la métropole, je pense qu'effectivement ce plan doit être cohérent avec les objectifs d'aménagement de la métropole du Grand Paris à tout le moins. Oui, mais c'est une excellente question. Je vous laisse répondre. Je crois qu'il y aura une concertation, Mme Charpentier. Alors, la métropole, pour ceux qui connaissent moyennement, ça correspond à ce qu'on appelle la zone dense. Et c'est pour les plus anciens, l'ancien département de la Seine, c'est-à-dire le 75 Paris, plus 92, 93, 94. Plus quelques petites communes qui se sont rattachées. Il y a une ou deux communes de l'Essonne qui estiment qu'elles devaient faire partie de la métropole. C'est présidé par Patrice Ollier-Marie, qui est le maire de Rueil. Et il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas de plan de circulation au niveau de la métropole, comme il n'y a pas de plan de circulation au niveau de Paris. Ça, c'est aussi une question sous-jacente. Madame Charpentier, peut-être ? Oui, en fait, s'agissant de la métropole du Grand Paris est donc une nouvelle collectivité territoriale avec laquelle, effectivement, le PLU de Paris entretient des rapports spécifiques. Donc, je laisse Elisabeth Vallonnière-Cache développer ce point.
Oui, donc, donc la métropole du Grand Paris, en fait, elle est associée à la révision en tant que personne publique, hein, associée, donc elle fera partie d'ateliers, et le PLU va être réinterrogé par rapport au schéma de cohérence territoriale qui est en cours d'élaboration au niveau de la métropole du Grand Paris. D'ores et déjà, il faut savoir que le plan climat-air-énergie territorial de Paris a été élaboré de façon en accompagnement parallèlement au plan climat-air-énergie métropolitain. Et c'est bien ce qui est envisagé d'être fait au niveau du PLU bioclimatique. Je ne sais pas si je réponds à votre question, d'autant que toute la thématique du transport, des déplacements, fait partie des thématiques à développer à la fois dans le PADD et à la fois dans les orientations d'aménagement et de programmation du PLU. Avec ce que l'on peut imaginer aussi un règlement qui accompagne ce qui aura été décidé en matière d'orientation générale ou d'orientation ou de programmation d'OAP. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui. Alors, en réalité, beaucoup de choses restent à faire en réponse à monsieur. Beaucoup de choses restent à faire. Pour vous donner un exemple, par exemple, qui concerne un peu le PLU, il y a une répartition des compétences entre Paris et la métropole, ainsi qu'au sein des communes des autres communes qui font partie de la métropole. Par exemple, la métropole a récupéré de mémoire, elle a récupéré la lutte contre le bruit, ce qui est un peu une patate chaude d'ailleurs, mais on aura l'occasion de revenir. Elle a récupéré aussi en partie la lutte contre les inondations, la crue de la Seine. C'est vrai que la Seine, ça concerne aussi bien fortement le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine. Donc en liaison avec l'établissement public qui s'appelle les Grands Lacs et les autres collectivités qui en font partie, notamment la Seine-et-Marne, qui est bien sûr d'où beaucoup de choses partent. Et puis, ils ont également la prévention des bruits à côté des zones aéroportuaires. Ça, c'est lié, bien sûr, à Orly. Et c'est un maire d'une commune de Villiers-sur-Marne qui est directement concerné par Orly. Roissy étant, par définition, un peu plus loin. Voilà. C'est un type d'exemple. J'ai Madame Kiss qui veut peut-être intervenir. Il y a d'autres interventions, sinon je donne la parole à Madame Kiss, conseillère du 6e arrondissement. Merci, Monsieur le maire. J'ai une question. Est-ce qu'on va procéder à des dézonages, à des changements au niveau de l'arrondissement? Est-ce qu'il y a moyen, dans cette révision du PLU, de rajouter plus de VP, par exemple, de changer de dézonage? Et quand est-ce que ça se passera éventuellement au niveau de mi-2022, c'est ça, si je comprends bien? Merci. Madame Charpentier, je vous laisse répondre. Excusez-moi, oui. Donc, effectivement, des questions de dézonage, oui, si ça répond à des objectifs qui seront arrêtés dans le PADD. Hein? Donc, d'abord, on arrête les grandes orientations dans le cadre du PADD et par conséquence, le cas échéant, on dézone quelque chose. Et vous avez parfaitement raison, ce serait plutôt dans un deuxième temps, absolument. Donc le PADD, qui va être le document adopté par le Conseil de Paris en décembre 2021, sera effectivement un document très fort puisqu'il définit en grande partie les grandes orientations du PLU. Et c'est un peu c'est la matrice, c'est l'élément principal, c'est le cœur du réacteur, si je puis dire. Enfin, je veux pas. C'est le cœur de ce projet plutôt. Voilà. Autre question? Monsieur Abélanet, conseil de quartier Saint-Placide. Oui, monsieur Abélanet, quartier Saint-Placide. Il y avait une question, c'est sur les parkings. Alors, je sais que la ville de Paris veut éventuellement évacuer les voitures de Paris, mais on est envahi dans le quartier, donc Saint-Placide, Montparnasse, des véhicules à 2 roues. Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour créer des stationnements souterrains? Parce que
On a enlevé les voitures, mais maintenant, c'est les 2 roues qui envahissent notre quartier. Donc, est-ce qu'il y a une politique volontariste de créer des stationnements souterrains? Comme maintenant, c'est plus obligatoire de faire des parkings souterrains sous les immeubles. Donc, est-ce que le PLU a des orientations dans ce sens? Mesdames de l'ADU, je compléterai après. En fait, il existe d'ores et déjà une obligation pour des projets de réaliser des places de stationnement de 2 roues motorisées. Si un constructeur construit ou réhabilite ou fait une construction neuve, sur un terrain, il a une obligation de réaliser potentiellement des places de stationnement de 2 roues motorisées. Donc on incite, en fait, pour répondre à votre question, on incite déjà on incite déjà les 2 roues motorisées à aller en stationnement souterrain, préférentiellement à l'espace public, c'est sûr. Après, les 2 roues motorisées ont pris l'habitude, effectivement, de se garer sur l'espace public aujourd'hui. Alors, pour compléter et répondre à M. Abellanet, et c'est vrai que c'est une préoccupation qui nous est commune, il y a aujourd'hui une volonté de la mairie de Paris que nous approuvons totalement. J'ai l'occasion d'en parler avec l'adjoint chargé de la voirie, de renégocier avec les 2 ou 3 grands opérateurs de parking, puisqu'en réalité, vous avez 2 ou 3 grands opérateurs de parking à Paris. Vous avez la SAMS, qui est la société mixte du stationnement filiale de la ville de Paris. C'est le bras armé de la ville de Paris qui a par exemple le parc de stationnement Odéon, qui lui a rue de l'École de médecine. Et puis vous avez ensuite principalement Indigo, qui est le nouveau nom de l'ancien opérateur Vinci Park, qui a quasiment tous les autres parcs privés, énormément de parcs privés dans le 6e ou en périphérie immédiate, rue des Saints-Pères, boulevard du Montparnasse, rue de Rennes, Saint-Germain, etc., etc. Donc beaucoup de parcs qui ont été faits, et effectivement, il faut aller plus vers... il y avait déjà eu des orientations, il faut accentuer ces orientations, dans la mesure où d'ailleurs il y a moins de voitures qui sont quelquefois dans ces parcs. Il faut essayer de réserver davantage de place pour les 2 roues motorisées ainsi que pour les vélos électriques. Parce que les possesseurs de vélos électriques ont un problème, c'est qu'on leur vole et souvent ils ne peuvent pas le garer dans leur immeuble. Et ça concerne particulièrement les quartiers nord du 6e arrondissement où les immeubles sont anciens. On a déjà quelquefois du mal à y mettre deux poubelles, donc y mettre 4 vélos électriques, c'est totalement impossible. En revanche, dans la partie sud, il y a quelquefois plus de possibilités, mais qui sont quand même très réduites s'agissant des immeubles, même haussmanniens. Donc il faut aménager. Je signale que la ville de Paris la mairie de Paris a fait un grand parking qui est pas assez connu, qui se situe au niveau de l'avenue du Maine, donc c'est pas très loin, c'est à 100 mètres de la place du juin 40, avenue du Maine. Près du souterrain, vous avez un énorme parking pour 2 roues qui a été inauguré et qui est dans lequel on peut louer un emplacement pour vélo pour une somme assez modique. Voilà. Autre question. Alors, une intervention de Madame Kiss, et puis après on continuera sur les questions, s'il y en a d'autres. Merci, Monsieur le maire. En fait, c'est dans la continuité de ma question précédente. Je voulais savoir comment allait s'articuler la réflexion sur le projet de règlement au niveau des arrondissements. Ça va être voté en conseil d'arrondissement et après proposé, intégré dans un projet qui sera voté au conseil de Paris. Comment ça va se passer? En règle générale, c'est quand même le conseil de Paris qui commande. Tout procède de la mairie de Paris, comme j'ai l'habitude de dire, et tout procède du Conseil de Paris. Alors, à nous, conseil d'arrondissement, de faire valoir éventuellement les spécificités du 6e arrondissement, qu'il s'agisse des VIP, qu'il s'agisse de certaines zones, de certains îlots, de protection. Je rappelle que lors du dernier PLU, la Société historique du 6e arrondissement avait communiqué plus de 100 nomenclatures qui ont été retenues pour les immeubles, notamment situés dans le quartier Notre-Dame-des-Champs.
Notre-Dame-des-Champs, le quartier des artistes de Montparnasse. Toute la rue Notre-Dame-des-Champs, la rue Sainte-Beuve, il y a eu un travail extraordinaire, exceptionnel fait par la Société historique. Et je remercie chaleureusement M. Delmas et tous ceux et celles qui l'entourent. M. Chevalier, d'ailleurs, ici présent, travaille dans ce domaine-là. Donc, il pourra y avoir des spécificités supplémentaires qui sont, car on n'a jamais assez de documentation. Mais au-delà, sur l'aspect réglementaire, il y a bien sûr un règlement unique pour le plan d'occupation des sols de la ville de Paris, pour le PLU, de la ville de Paris. Là, il faudra effectivement, ça sera un règlement qui pourra être inspiré je dirais localement, mais au final, ça se jouera effectivement au niveau du Conseil de Paris. Et ça s'appliquera ensuite à tout Paris, même si on peut peut-être prévoir des articles avec des addendums peut-être particuliers. Mais on aura du mal, alors, sauf à ce qu'on arrive à étendre ce que le Sénat a réussi à faire, c'est-à-dire une zone blanche totale sur le 6e arrondissement, ce qui nous permettrait de nous ériger en principauté autonome, si moi, personnellement, ne me dérangerait pas particulièrement, on aura du mal à aller totalement dans ce sens. Autre question ? Non, personne. En distanciel, Monsieur Gisard, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir ? Alors on peut peut-être, s'il n'y en a pas, je vous propose peut-être de revenir peut-être rapidement sur les modes de concertation, peut-être. Je continue donc la présentation sur les modalités de concertation. J'ai cru comprendre qu'il y avait une autre question, oui, peut-être. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors j'aurais une question. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du PLU, mais je m'interrogeais sur les. En fait, j'aimerais savoir s'il y a une réflexion sur tout ce qui concerne la végétalisation des écoles. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de me présenter. Kermayouf, association API de l'école élémentaire Littré, quartier Saint-Placide. Alors, j'aimerais savoir s'il y a une réflexion autour de la végétalisation des écoles. Je sais qu'on a, nous, dans le cadre de notre association, tenté d'initier un projet. Je sais qu'il s'était un peu percuté avec un autre projet qui était le projet Oasis. Oui. Qui n'a pas été. Il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, etc. Donc ça n'a pas pu être mis en œuvre. Est-ce qu'il y a une réflexion autour de la végétalisation des écoles et si oui, dans quelle direction, dans quelle direction ça va et qu'est-ce qu'on pourra espérer en tout cas de ces projets ou de ces réflexions autour de la végétalisation des écoles? Après, j'aurais deux autres questions. Je ne sais pas si je les pose également. Enfin, si je pose toutes mes trois questions d'un coup. Posez-les peut-être, monsieur, tout de suite, peut-être. Ok, très bien. La deuxième question, c'est est-ce que vous confirmez que le Jardin du Luxembourg est exclu du PLU? Oui. Il n'y a pas de... Ok. Est-ce qu'il y aura dans le quartier Saint-Placide ou le quartier du 6e ou peut-être d'autres quartiers à Paris, est-ce qu'il est prévu qu'il y ait plus de bornes électriques pour favoriser justement l'émergence des véhicules électriques? Bon, alors je vais essayer là de vous répondre. C'est plus des questions effectivement qui concernent directement les conseils de quartier. Donc vous aurez l'occasion dans le conseil de quartier présidé par Monsieur Davzac, dans lequel se trouvent Florence de Vara, Paul Maria, de revenir. Sur la végétalisation, je laisserai nos experts de la DU dire quelques mots, mais on s'oriente un peu là-dessus. D'ailleurs, il y aura peut-être sur Littré, il y aura peut-être un projet d'ailleurs je me demande si on ne pourra pas faire une végétalisation sur le toit d'un bâtiment. Sur la cour, effectivement, sur la cour, on en reparlera. Je proposerai, on tâchera de faire une réunion avec Chantal Lambert-Burin, Ariel Bocan et Florence de Vara. Étant entendu d'ailleurs qu'au budget participatif a été retenu le projet de cour Oasis sur l'école maternelle Littré. Alors on verra après. On en reparlera dans les prochains mois, le vote du budget participatif intervenant dans le courant du mois de septembre 2021. Ensuite, sur les bornes électriques, oui, il en faut davantage. Il en faut davantage
dans les parkings privés. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez un parking qui est pas très loin, mais encore faut-il louer effectivement un emplacement. Le parking qui se trouve, parking souterrain au 88 rue du Cherche-Midi, a été équipé de bornes électriques. Mais effectivement, il en faut davantage dans la voie publique et ça sera un défi en France et à Paris dans les prochaines années, avec sans doute une organisation qui sera à mettre en œuvre. Enfin, le Jardin Luxembourg, oui, il est exclu du PLU, mais rassurez-vous, on est en contact constant avec l'administration du Sénat et il n'y a pas de projet de deuxième tour Montparnasse à l'intérieur du Jardin Luxembourg. Au contraire, c'est un jardin magnifique dont tout le monde profite. S'il a été exclu du PLU, c'est en raison d'une longue histoire qui remonte à la fin des années 90, mais qui serait trop longue à raconter. On peut dire Paul Maria, sur les bornes concernant électriques, il ne doit faut pas apporter oublier un que c'est un site complément. classé. Oui, pardon, excusez-moi, Paul Maria, je suis conseiller délégué au développement économique et commercial. Sur les bornes électriques, monsieur, comme vous le savez, le projet préexistant a été scindé en 3 appels d'offres différents qui ont été remportés par 3 sociétés différentes. L'une d'entre elles s'occupera de l'offre aux particuliers, l'autre s'occupe d'une offre qui, alors je ne sais pas si c'était le sens de votre question, s'adresse plus aux commerçants des quartiers parisiens. Et cette société s'appelle Clem et elle est déjà en train de déployer ses véhicules et ses bornes et il y en a dans le 6e. Donc c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place et je suppose que pour les particuliers, ce sera aussi mis en place dans les mois qui viennent. Voilà. Est-ce qu'il y a donc, on va peut-être redonner la parole maintenant à Madame Padovani pour la concertation. Oui, très bien, merci Monsieur le maire. Donc, on va continuer. Effectivement, l'élaboration du PLU s'accompagne également d'une grande concertation qui se décompose en 3 grandes phases de concertation, je dirais réglementaire. Donc, vous avez en haut de mon petit schéma les années qui déroulent, donc 2021, 2022, 2023. Nous sommes, nous, ici, à la jonction entre la phase d'information préalable qui s'est déroulée de janvier et qui va continuer jusqu'à peu près la mi-avril, et la phase de concertation réglementaire sur le diagnostic territorial de Paris, qui va démarrer du 12 avril et s'étendre jusqu'au 16 juillet 2021. Vous l'avez dit, Monsieur le maire, l'année 2021 sera conclue par un débat au sein du Conseil de Paris sur les grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Il y aura donc, à l'issue de ce débat, une nouvelle phase de concertation sur ces grandes orientations qui auront été débattues au Conseil de Paris. Et à mi-2022, alors que les services, parce que là on ne le voit pas, mais en fait les services travaillent dans la partie blanche, je dirais, et donc il y aura à nouveau une nouvelle concertation sur le projet de règlement pour que le projet de PLU, donc dans son ensemble, donc si on se rappelle les toutes premières slides de notre présentation, il y avait 5 grands éléments: le rapport de présentation, le PADD, les OAP, le règlement et les annexes, pour que tout cet ensemble le projet soit arrêté au Conseil de Paris de fin 2022. Et c'est ce projet de PLU qui donc ensuite soumis à l'enquête publique courant 2023. Donc on voit 4 grandes phases de concertation. Donc pour 2021, nous avons donc une concertation qui est réglementaire et imposée par le Code de l'urbanisme. Elle est mise en œuvre dans tous les arrondissements ou secteurs de la ville. Les modalités ont été définies par la délibération qui prescrit la révision du plan local d'urbanisme, donc une délibération qui a été votée au Conseil de Paris de décembre 2020. Elle se compose de 3 éléments: des réunions publiques au niveau de chaque mairie d'arrondissement, un registre papier pour récolter les contributions qui seront déposées, mais également
une plateforme Internet de participation qui est assez maintenant couramment utilisée par les Parisiens, id.paris.fr. Ce dispositif réglementaire est complété par un autre dispositif qui est participatif et informatif, qui va s'appuyer en fait sur les acteurs locaux et donc notamment sur les acteurs d'arrondissement, les forums urbains à l'initiative des conseils de quartier qui veulent se saisir du sujet de la révision du PLU et donc de cette première phase de diagnostic territorial, qui seront organisés des ateliers de recueil des contributions issues de ces forums urbains, des points informatifs du type maison du PLU avec des emplacements qui sont proposés à raison de 2 par arrondissement. Il y aura également des marches exploratoires avec le contexte sanitaire que l'on connaît, donc on s'adaptera bien évidemment aux consignes qui seront données. Une conférence pédagogique grand public qui doit être tenue par le CAUE et le CAUE également devant organiser un PLU des enfants. Donc pour faire participer des enfants d'une école par arrondissement. Nous sommes également dans un contexte bien sûr préélectoral qui demande de la vigilance et de la prudence lors notamment de la tenue des réunions publiques. Je ne sais pas si vous voulez plus de détails sur les modalités. Non, on peut de la peut-être dire concertation. que il y a une réunion publique qui est de droit, c'est-à-dire qui doit avoir lieu, et la date a été fixée dans le 6e arrondissement. Ça aura lieu le mardi 4 mai, de mémoire, à 18h30, et le lieu n'est pas fixé. Alors, où ça sera ici, ou alors moi je milite pour que ce soit dans le gymnase Littré, rue Littré, qui est un grand gymnase. On a de la place. Et pour les plus anciens, ça leur rappellera certaines réunions publiques. Voilà. Mais le lieu, c'est pas encore fixé, c'est pas encore déterminé. Alors sans doute, peut-être là encore avec une réunion hybride, mais en tout cas, ça permettrait d'avoir quand même beaucoup de monde, beaucoup de monde. Là, ce sont des réunions publiques, je le dis, pour les conseillers de quartier et les représentants d'associations. C'est destiné à accueillir tous les Parisiens et les Parisiennes du 6e arrondissement. Et pour le reste, effectivement, c'est bien, et ça permettra effectivement dans les conseils de quartier de travailler au cours de l'année pour travailler à l'élaboration du PADD qui doit être élaboré avant la fin de l'année 2021. Est-ce que ça apporte est-ce que vous avez, mes chers collègues, mesdames et messieurs les conseillers de quartier, mesdames et messieurs les représentants d'associations, des remarques ou des questions, puisque on a démarré il y a 2 heures, mais on peut continuer, hein, on a toute la nuit devant nous. Hein. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Monsieur Gisard. Bon. Ça vous semble lumineux à tous et à toutes? Alors, monsieur. Oui, bonjour. Emmanuel Aboulker du conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés. Vous avez commencé à aborder le bioclimatique, mais c'est resté à la tête de chapitre. Or, finalement, je pense que c'est un des points les plus intéressants. Est-ce que vous pourriez le développer un petit peu, la partie bioclimatique du PLU? Oui, vous adressez à Madame Padovani, à Madame Carpentier peut-être. Voilà, très bien. Merci, monsieur. Donc, mesdames, je vous laisse revenir sur ce point que vous avez abordé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est bien d'en reparler peut-être.
Madame, vous avez entendu peut-être la question, revenir sur la notion de PLU bioclimatique. Sur le caractère bioclimatique du futur PLU, c'est ça? Oui, vous revenez sur ce qui a justifié, ce qui justifie l'appellation de PLU bioclimatique, au-delà du caractère communicatif du terme, puisqu'on sait qu'on est dans une période où on communique beaucoup et où on fait éventuellement, mais nous dans le 6e, nous prenons, c'est l'arrondissement où se trouve l'Académie française, alors on prend au pied de la lettre les termes. Donc on souhaite que ce soit défini et ensuite on souhaite qu'il y ait une substance, une substantifique moelle derrière, en quelque sorte. Excusez-moi, peut-être on peut esquisser une réponse. Effectivement, cette notion de bioclimatisme qui en architecture s'est développée dans les années 70 semblait apporter une réponse à l'urgence climatique qui avait été particulièrement prise en compte par les lois Grenelle et par la dernière réforme du Code. Je pense que c'est ça, que c'est bien ce qu'il faut entendre dans cet objectif. Maintenant, je crois très certainement qu'effectivement, il faut en définir le contenu, les attendus, absolument. Donc c'est une orientation en quelque sorte et il faut construire dans les règles du PLU au niveau parisien et puis ensuite sur les différents territoires qui constituent Paris, dans les différents quartiers, les différents villages, peut-être des applications, ce qui n'est pas forcément facile. Je vous rappelle par exemple, pour donner un exemple, que lors de l'aménagement de la rue de Rennes, beaucoup de Parisiens de l'arrondissement, ainsi que par exemple des quartiers limitrophes, avaient souhaité qu'on plante des arbres rue de Rennes, et ça n'avait pas été possible. Pourquoi? Parce que la rue de Rennes ne fait que 22 mètres de large, et en réalité, compte tenu de l'encombrement du sous-sol, la ligne 4 de métro, plus les égouts et les câbles, les différents réseaux souterrains, on ne pouvait pas planter d'arbres. Ou alors on pouvait les planter vraiment... Il fallait les planter vraiment à l'extrémité, c'est-à-dire qu'il fallait quasiment où on mettait des nains, des arbres nains, sinon les arbres avec un certain développement arrivaient quasiment sur les balcons des immeubles de la rue de Rennes. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être? Sinon on va se séparer pour se retrouver bientôt d'ailleurs sur ce thème et sur d'autres. Alors, une question, monsieur, on va vous redonner la parole. Je voulais savoir si en termes réglementaires, il y avait déjà eu des projets de modification en termes réglementaires. Sur le règlement du PLU, est-ce qu'il y a déjà des points qui modifient, qui prévoient de modifier le règlement du PLU? En termes de construction des articles C'est-à-dire que, je vais redonner la parole à ces dames, mais a priori, là, on repart pas complètement de zéro. On a quand même un bâti parisien qui existe. Il y avait des règles antérieures dans le PLU de 2006, qui a d'ailleurs été révisé 2 fois. Tout est possible, si vous voulez. On peut dans le nouveau PLU, par exemple, il va y avoir un débat sur les hauteurs qui ne concerne pas forcément le 6e arrondissement, mais qui concerne les arrondissements périphériques. Je vous donne un exemple. Est-ce que les tours du haut, par exemple, dont on parle aujourd'hui dans la presse, est-ce qu'elles seront à nouveau possibles dans le prochain PLU? Après, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire sur les dents creuses?
est-ce qu'on considère, bon, il y a peu de dents creuses dans le 6e arrondissement, mais il y en a pas mal dans les arrondissements périphériques, est-ce qu'on considère que les dents creuses ne peuvent plus être comblées pour constituer des espaces des îlots de moindre densité? Après, c'est vrai que ça a des aspects forts, puisque le propriétaire d'un immeuble de petite taille, lui, peut considérer que son droit de propriété est directement mis en cause par ce type de règlement. Vous voyez, c'est assez spécifique, sauf à ce que la ville dise moi, je suis prêt à vous acheter votre dent creuse si vous voulez la vendre, mais sur quelle base? Donc, mais on peut imaginer effectivement des dispositifs qui soient des dispositifs assez forts. Après, il faut ensuite qu'ils passent la barre de la validation juridique. Oui. Madame Charpentier, pardon. Excusez-moi, je vous remercie de me donner la parole, mais sur le fond, je n'ai pas tout à fait bien tout entendu. J'ai cru comprendre qu'était posée la question de l'ampleur de l'évolution possible. Et là, effectivement, c'est bien ça, c'est les évolutions possibles. Il n'y a pas de limite a priori, c'est-à-dire que les objectifs ou les orientations qui seront considérés à l'issue aux différentes étapes de la procédure comme devant être prises en compte pourront l'être. Voilà. Je ne sais pas si j'ai entendu tous les aspects de la question. Je pense que effectivement la question c'était de savoir la question c'est le nouveau PLU, je la résume, c'est est-ce qu'on peut modifier les règles? La réponse, je pense que c'est oui, mais il faudra que ces règles soient quand même sans doute déjà validées sur le plan juridique, et il y a une réglementation qui est quand même excessivement forte, et après ça sera forcément dans la continuité des PLU précédents. Après, il y a des évolutions qui sont possibles. Et j'ai évoqué, par exemple, le débat qui nous anime le Conseil de Paris depuis 20 ou 25 ans, qui est le débat sur les immeubles de grande hauteur et sur les tours. Et j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que, par exemple, les tours du haut qui ont été construites en périphérie du 13e, est-ce qu'elles seront, par exemple, toujours autorisables, des tours, je dirais des tours similaires, dans le cadre du nouveau PLU? C'est sans doute un débat que nous aurons au Conseil de Paris et sans doute dans un certain nombre de conseils d'arrondissement. Tout à fait. Ça semble être un débat effectivement qui n'est absolument pas limité à l'heure actuelle. Tout à fait. La seule limite, si vous voulez, qui est donnée par le Code de l'urbanisme, c'est que le Code de l'urbanisme prévoit comme objectif de la réglementation la préservation du paysage urbain. À partir de là, effectivement, se développent, différentes perspectives et qui ont permis en 2006 de prévoir les tours de haut, et qui peut-être à l'issue de la procédure actuelle ou à l'issue ou en cours de la procédure actuelle apparaîtront comme devant évoluer autrement. Merci Mme Charpentier. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose peut-être de nous séparer, de vous remercier très vivement de vos exposés, de vos interventions répétées et qui se sont déroulées d'ailleurs, je remercie M. Gisard et M. Riwal, dans un contexte technique qui a bien fonctionné. Donc merci à tous, merci de votre présence. Excellente fin de soirée. Nous ne pouvons que vous offrir des regards bienveillants à défaut de vous offrir d'autres choses. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous.